Et Et coucou tout le monde! Je sais jamais comment commencer le podcast. Alors ce soir, on va faire une visio podcast interview avec Arthur Bourset, du coup, parce qu'il y a ton petit nom qui est en bas, qui est ergothérapeute, et avec Sun, qui est rappeuse du côté de Toulouse. Et donc l'idée de ce podcast, moi je suis Lodi, je suis rappeuse et ergothérapeute, et donc l'idée de ce podcast, c'est de présenter les deux univers dans lesquels j'évolue. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs et rappeuses qui me disent mais en fait c'est quoi l'ergothérapie? Et j'ai beaucoup de d'ergo qui me disent mais comment c'est en fait l'univers un peu du rap, ça se passe comment? Et en fait j'en ai marre d'expliquer à l'un à l'autre, donc je me dis venez, on se rencontre. Et donc je passe mon bâton de parole à Arthur Bourset qui va se présenter. je m'appelle Arthur, je suis ergo depuis 2014 du coup. J'ai bossé pendant 6-7 ans en tant que soignant dans pas mal de structures différentes, principalement avec des personnes âgées. Et depuis 4-5 ans maintenant, je suis passé du côté de la formation et je suis formateur en école d'ergothérapie. Sen, avant que tu te présentes, est-ce que tu connais l'ergothérapie? Alors, pas du tout. Et j'ai eu le parti pris de pas me renseigner en vue du rendez-vous qu'on allait avoir pour pouvoir être vraiment en full découverte. Ok. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, de manière concise, on va essayer. Je suis artiste multidisciplinaire. Ça fait très pompeux dit comme ça, mais c'est très factuel. Je fais de l'art plastique sur plusieurs médiums différents, du rap et surtout du chant. À la base, je viens de là parce que ça fait 13 ans que je chante en autodidacte, du coup, pour tout quasiment. Et 2 ans maintenant, un peu plus, pour le rap. Voilà. Et du coup, je côtoie, grâce à ça aussi, de manière transversale, tous les milieux, on va dire, underground, événementiels, culturels, élargis, tout ça. Et du coup, la partie organisation aussi, où j'essaye d'en faire un métier, de me professionnaliser pour les gens de l'underground. Voilà. Du coup, toi, Sen, tu fais partie d'un collectif, c'est ça? Je me rappelle que quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé d'un collectif. Je sais pas si tu veux en parler là, mais je me dis, des fois, s'il y a des gens qui sont de Toulouse et qui ont envie Ouais, alors, Vas-y, c'est le moment. vu que c'est ce qui m'a fait commencer le rap, ce que tu appelles ce collectif, en vrai, plutôt un mouvement hip-hop qui a été fondé il y a 3 ans. On a fêté les 3 ans là, la semaine dernière. Et c'est un mouvement qui est pirate parce que du coup, on se réunit dans des lieux, sous des ponts, etc., mais de manière pas autorisée. Donc, du coup, je ne divulguerai pas le nom, mais c'est beaucoup de bouche à oreille. Et ceux qui sont à Toulouse, ceux qui Bon, savent ils ça. savent qu'il faut repasser par moi, qu'ils Voilà. Ou repassent par sinon, toi. vous avez des gens autour de vous à Toulouse, quelqu'un connaîtra, c'est sûr. C'est Et bon. voilà, big up à ces gens-là, je vous aime. Trop bien. Comment t'es arrivé à faire du rap? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à faire du rap? Alors, bah, du coup, je viens du chant, donc quand même euh, un- une familiarité, on va dire, avec tout ce qui est musique et beaucoup, beaucoup d'affect aussi. Et il s'avère que bah, j'avais le réflexe un petit peu quand j'avais des idées de mélodies, pour pas les oublier, de les enregistrer sur des notes vocales. Et il y a une note vocale que j'ai faite où je me disais, ah, c'est bizarre, c'est mélodieux, mais il y a un rythme un peu différent. Et j'en ai parlé, enfin, je l'ai fait écouter à mon partenaire de l'époque. Et il s'avère que lui connaissait en fait des gens de ce fameux mouvement de hip-hop. Et il m'a dit, ne m'en dis pas plus, je vais te les présenter. Ok. Et tu verras. Et du coup, j'y suis allée. C'est tous les lundis soirs. Donc, du coup, un lundi soir, j'y vais. Et le lundi d'après, donc premier lundi, j'écoute. Lundi d'après, j'écris quelque chose. Et le lundi suivant, j'essaye de rapper pour la première fois. Ok, donc en fait, c'est quelqu'un qui t'a introduit dans un mouvement hip-hop, quoi. Ouais, Énorme. Ok, ouais, trop bien. très fluide, très humain comme. Ouais, et du coup, c'est un mouvement pour un peu situer Arthur qui est très safe parce que du coup, elle est celle on s'est rencontrés parce qu'elle savait qu'on avait monté une safe place. Enfin, je sais plus comment ça s'est fait, mais il y a des potes à toi qui savaient et on s'est rencontrés sur Montpellier. Et en fait, quand Ok. elle m'a expliqué ce mouvement hip-hop qu'ils ont fait, qui est très pirate, ben du coup, c'était mais enfin des bases. Si tu veux, c'était encore plus.
Ouais, Sécure, ils ont réfléchi à énormément de choses. C'est très, très beau ce qu'ils ont fait à l'intérieur et j'étais trop contente de découvrir qu'il y avait d'autres pirates et qu'on était ensemble. C'est Donc trop ouais, trop bien. cool. Ouais, trop cool de savoir que en fait, ce mouvement s'est créé et que tu as pu rentrer dedans et explorer le rap par des personnes qui t'y ont Et introduit, qu'est-ce quoi. qui t'a, parce que tu dis qu'au début c'est la chanson, c'est quoi qui t'a amené à la chanson? C'est ton environnement culturel, familial, c'est quoi? Bah, il n'y avait pas vraiment d'affinité, enfin de prédisposition, on va dire, au niveau profil social, etc., famille. Ouais, Mes parents aimaient bien la musique, parents un peu alternatifs, punk, etc., mais sans avoir une pratique vraiment dédiée à ça, etc. Et juste, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté. J'ai eu l'occasion d'être dans la chorale de mon école. À ok. partir du CE2, j'ai fait ça pendant longtemps. Et en fait, dès qu'il y a eu des occasions ou des moments donnés où je pouvais euh, m'impliquer plus d'une manière plus personnelle, bah, je les ai saisis et de fil en aiguille, on est passé de chorale à atelier musical, à reprise, à groupe au lycée, à plein de trucs petit à petit. Plus l'écriture, qui est un truc que j'ai cultivé quand même pas mal. Je suis quand même quelqu'un de plutôt littéraire. Et ma mère est très littéraire aussi. Du coup, ça s'est assemblé et Ouais. ça a donné ça. Ok, trop bien. Et toi, Tutur, comment... Ah, Monsieur Bourset, pour Hmm. tes étudiants, comment Horrible. t'es venu l'idée de faire ergo? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? Alors au début, en fait, moi, tout est allé très vite entre mon choix et le début de mes études. En fait, j'étais en terminale et je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que je voulais un profil un peu, voilà, être au service des autres et Ah, travailler avec l'humain. attends, peut-être qu'il faut d'abord expliquer le métier d'ergo avant Ouais, d'expliquer je voulais pas pourquoi tu as voulu interrompre, faire ce mais métier. Est-ce que tu peux expliquer le métier d'ergo? Comment tu le définis? Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Je vais essayer d'être aussi simple et concis possible parce que sinon je pouvais en parler pendant des heures. L'ergothérapie, qu'est-ce que c'est pour moi, hein? C'est un métier à cheval entre le médical et le social où on fait du soin, mais on fait aussi de l'accompagnement. Et la finalité, c'est vraiment d'accompagner les gens qui ont un handicap ou une perte d'autonomie ou qui risquent d'en avoir à pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur vie quotidienne tout seuls. Donc en fait, c'est dès qu'il y a une problématique sur voilà, une activité, une occupation, on appelle ça du quotidien, et ben on va travailler avec eux sur ben voilà, comment on pourrait les aider à faire ou à refaire, à faire différemment ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils n'arrivent plus ou plus entièrement à faire. Des Ça va? questions? C'est relativement concis? si, je suis très charmée. Ouais. Du coup, est-ce que tu as, par exemple, une illustration de quelque chose qui illustre pour toi pleinement le métier d'ergo? Un truc qui pourrait illustrer plutôt pas trop mal, je pense. J'ai bossé pendant 5 ans, je crois, en accueil de jour où on avait des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer et qui venaient passer la journée chez nous. Et c'était par exemple, ben voilà, la maladie faisait qu'ils perdaient un peu des automatismes, des manières de faire. Donc on les accompagnait à continuer à pouvoir cuisiner seuls, manger seuls, s'habiller seuls, aller aux toilettes seuls. Enfin voilà, c'était maintenir un peu des capacités et des possibilités pour qu'ils ne dépendent pas d'autres personnes, ou en tout cas rester le plus autonome le plus longtemps possible, quoi. Et merci. Avec plaisir. Est-ce que tu veux que maintenant que je te raconte comment j'en suis arrivé là? Mais j'en meurs d'envie. C'est pas toi, Voilà. Sun, mais j'ai eu un suspense du coup depuis tout à l'heure. Alors Comment maintenant t'en que es vous arrivé avez là? un peu la ligne d'arrivée, je vais vous raconter la course, ce qui s'est passé juste avant. Donc, au point de départ de la course, ligne de départ, je connais pas le parcours, je connais pas trop le circuit, je sais pas trop où je veux aller. Mais je sais que voilà, j'ai envie de bosser avec les gens, j'ai envie d'aider au maximum les gens et j'ai envie de faire quelque chose qui me semble utile pour les autres, en tout cas pas que pour moi. Et donc en terminale, je me questionne sur qu'est-ce que je voudrais faire. Et comme pas mal d'étudiants en terminale un peu paumés à cette époque-là, je vais voir le conseiller d'orientation du lycée. Puisque là, vous vous dites, pas forcément la meilleure idée, mais il se trouve que quand je suis allé voir ce mec-là, il m'a fait faire, c'était un petit test, tu vois, où il te pose des questions et puis donc tu balances tes réponses. Ça devait être un site genre l'ONICEP ou des trucs comme ça. Et donc il y a plein de questions, je balance mes réponses et tout, et ça me sort une liste de quelques métiers. Alors j'ai pas tout retenu, mais j'ai retenu Ah oui, c'est vrai. ergothérapeute et conducteur de tank. C'est les seuls trucs que j'ai retenus.
Je viens de m'en rappeler de cette anecdote, le conducteur de tank. Alors, même aujourd'hui, avec le recul, hein, je comprends pas ce que j'aurais foutu à conduire un tank. Même si, Mais ouais, cela dit, tu t'es jamais demandé si t'avais pas loupé quelque chose et que t'avais peut-être une carrière là-dedans. eh ben, je pense que j'ai pas assez de recul et de déception dans ma vie professionnelle pour me dire que je me suis planté. Plutôt bon signe. Mais, ouais, mais sinon, on en reparle dans 10 ans et puis on voit. Et donc, du coup, il y a ces métiers qui ressortent là. Ergothérapeute, je connais pas. Je me dis, OK, il y a le mot thérapeute dedans, ça peut être kiffant. Donc, j'ai commencé à regarder, à me renseigner. Il s'est trouvé qu'en fait, j'avais une pote du village à côté qui était partie faire ça en Belgique. Donc, je lui ai un peu demandé en quoi ça consistait. Et en fait, j'ai été convaincu direct. Donc, pendant mon année de terminale, à l'époque, c'était des concours pour rentrer en école d'ergo. Donc, pendant mon année de terminale, j'ai cravaché, j'ai bossé mon bac, j'ai bossé mes concours. J'ai tout fait la même année. Et puis, j'ai eu mon bac, j'ai eu mes concours et je suis parti en école. Et 3 ans après, j'étais diplômé. Toi, du coup, Sen, le rap, ça représente quoi pour toi? Waouh, c'est en vrai, je vais prendre un prisme qui est très personnel, du coup, très de l'ordre du ressenti. C'est ce qu'on te demande. Euh, pour moi, c'est la communauté, déjà, avant tout. Parce que même ça aurait pu peut-être être avec autre chose, c'est peut-être pas uniquement propre au rap, je pense, mais ce que ça m'a d'abord apporté avant la pratique même de cet art-là, c'est vraiment tout un groupe de personnes, des connexions, comme tu disais, une safe place, etc. Et moi, dans ma vie perso, ça a joué énormément dans mon évolution sur mon ouverture sociale, comment me lier aux autres, faire confiance à l'autre, etc. En plus de tout ce que l'art m'apporte en général, pour moi, c'est quelque chose qui soigne Mm. beaucoup, c'est ce qui permet de faire une catharsis aussi, qui soigne à plein de degrés différents, d'un point de vue physique, mais aussi énormément mental, etc. Donc, je pense que ouais, ça m'a apporté sur tout ce plan-là. Et puis, c'est un peu quelque chose qui continue de se nourrir, dans le sens où si j'avais de la créativité à la base, bah, ça a fait que amplifier déjà des petites plantes qui avaient germé Mm. à l'intérieur de moi. Et du coup, est-ce que j'ai le droit de poser des questions Ouais, aussi ou ouais, pas? carrément, carrément, surtout. Parce Ok. que, vas-y, tu as tous les droits ici. Mais Mais du coup, j'adore cette, parler. euh, cette question, tu vois, un peu communautaire, un peu sociale, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé à travers le rap ou c'est quelque chose qui était déjà présent dans ta vie et que le rap est venu amplifier ou en tout cas changer un peu de prisme? Je dirais un peu des deux, dans le sens où personnellement, j'estime que je suis quelqu'un de très très sociable, qui aime le contact humain énormément. Et le truc, c'est que le rap, ça m'a rapporté ça dans mon côté perso. Enfin, ça a rajouté des fondations beaucoup plus stables et régulières et pleines de joie et de bonnes choses en majorité. Mais aussi au niveau de l'art, là, par contre, ça a changé beaucoup de choses parce que je pense qu'être artiste, peu importe le type d'art, c'est un parcours qui peut être très solitaire à plein de niveaux. D'un point de vue carrière, d'un point de vue syndrome de l'imposteur, etc. et tout. Et le rap, c'est vraiment quelque chose qui s'articule autour de revendications et de valeurs fortes et d'un espèce de communautarisme de base, de se retrouver entre personnes qui ont les mêmes galères ou qui ont un même ressenti à cause de galères différentes. Et du coup, je pense que ça m'a vachement aidé et ouvert le dialogue en fait avec d'autres personnes à ce niveau-là, par rapport aux galères que tu peux avoir en tant qu'artiste et pas que. Ok. Et toi, Tutur, ça représente quoi pour toi, le rap? Euh, Et t'as le droit est-ce que, d'avoir une est-ce que, représentation à toi, hein, vraiment. Qu'est-ce que non, pour non, toi, ça mais en représente fait, il quoi? faut, il faut juste que je sache un peu ce que tu mets derrière la question. Qu'est-ce que ça représente, c'est-à-dire la place que ça a eu dans ma vie ou qu'est-ce que ça représente, quelle est ma vision du milieu du rap? Qu'est-ce que tu Les veux deux, savoir? les deux. Les deux. Ok. Alors, si je devais parler, je vais commencer par la place que ça a eu dans ma vie. Du coup, moi, c'est vrai que depuis que je suis gamin, j'adore la musique. Alors, j'en ai jamais fait. J'ai jamais joué d'instrument, j'ai jamais chanté, j'ai jamais. Mais par contre, j'ai toujours écouté, j'ai toujours pris du plaisir à écouter tout et n'importe quoi. J'ai des playlists qui ont aucune gueule et qui peuvent Ah passer d'un ouais. son électro, du reggae, le petit bonhomme en mousse. Enfin, franchement, c'est vraiment aucune gueule. Moi, je les Et c'est ça que adore. j'aime. Ouais, C'est moi ça que j'aime dans aussi. la musique, c'est de pouvoir switcher et de pouvoir avoir tellement de canaux et de médias d'expression. Et donc le rap est une de ces
un de ces différents canaux qui m'a pas mal accompagné dans ma vie. Il y a eu des moments de ma vie où j'étais avec des gens où ça avait plus d'influence que d'autres dans ce qu'on écoutait, dans le temps qu'on pouvait passer ensemble. C'était un moyen aussi de nous rassembler, de faire partager des choses et tout. Donc ça, c'était plutôt plaisant. Après, en termes de représentation du milieu, c'est vrai que je l'ai jamais côtoyé vraiment de l'intérieur, hein. Moi, j'ai toujours été juste, entre guillemets, quelqu'un qui regarde et qui écoute. Donc, je saurais pas forcément vous dire quelle représentation j'en ai. En tout cas, par rapport au rap que j'écoutais quand j'étais gamin et celui que j'écoute maintenant, je trouve qu'il y a une évolution dans la manière d'écrire, dans la manière de produire, dans le volume qu'est produit aussi, dans la diversité qu'on peut trouver. Mais tout comme chaque art évolue à travers le temps, je trouve ça plutôt cool aussi et plutôt intéressant. Donc ouais, moi je vois vraiment ça comme une branche à part entière de la musique, avec ses évolutions, ses stagnations, des parties que j'aime, des parties que j'aime moins, des parties que je pourrais peut-être un peu critiquer et d'autres que je pourrais adorer. Voilà, c'est assez large pour moi, assez ouvert, mais j'ai toujours eu voilà, au moins un orteil dedans, de près ou de loin. Ok, ok, ok. Des questions, Sun? Non, aussi peut-être à titre d'exemple, juste tu disais il y avait une évolution entre ce que tu écoutais avant et ce que tu écoutais maintenant. Est-ce que Ouais. tu peux avoir une référence d'un artiste qui revenait peut-être pas mal à l'époque et un artiste que tu écoutes maintenant, par exemple? Rap, une. Alors, artiste que j'écoute ou que j'apprécie, parce que c'est pas pareil. Enfin, en tout cas représentatif de ta période Ok, d'écoute rap. représentatif, c'est le passage de NTM à Jul. Ok. Je trouve que c'est assez parlant, tu vois, dans Ouais. dans la manière d'écrire, dans la manière de produire, dans le volume aussi, je parlais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des artistes, mais pas que dans le rap, hein, dans toute la musique, qui ont un système de production un peu pas commercial, mais tu sais, géré comme une entreprise où tu as des artistes qui sortent un volume énorme parce qu'ils se disent sur le volume, il y a forcément des morceaux qui vont devenir des tubes. Et c'est OK, tu vois. Plus t'en sors, plus t'as de chances qu'il y en ait un qui explose. Et t'en as d'autres qui prennent parfois des plombes et des plombes à construire le morceau parfait qu'ils veulent. Donc rien que dans ce processus de création, tu vois, un peu différent. Et je trouve que ça Mm. se sent quand tu écoutes, voilà, quand tu te renseignes un petit peu. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça chouette. Mais je suis content que tout existe. Parce que pour le coup, tu as des trucs positifs partout à prendre. Est-ce qu'il y a des moments dans toi, Sun, ton parcours rap ou à toi, Arthur, au niveau de l'ergothérapie, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu affaire à des conflits de valeurs qui vous ont vraiment mis à mal et où vous avez dû vous poser des réflexions avec vous-même ou voilà. Est-ce que vous avez eu accès à des conflits de valeurs? Je dirais pas qu'ils m'ont mis à mal non plus, dans le sens où je suis quelqu'un de très politisé et qui est très forte et assumée dans les valeurs que je défends, en tout cas. Et du coup, j'ai tendance à être un peu cash avec les situations qui se présentent à moi où il peut y avoir du conflit de valeurs. Et je suis pas trop, ouais, je suis pas trop dans la demi-mesure. C'est ce que j'entends par être cash. Et par exemple, je vais pas nécessairement me poser 10 000 questions si on m'invite sur un projet musical et qu'il y a une personne qui, pour moi, n'a pas des valeurs que je défends et encore plus si cette personne a des valeurs que moi, j'aborde, on va dire. Je vais pas nécessairement entamer une réflexion, je vais juste me dire non, Ok. c'est pas possible, c'est C'était jamais arrivé de te retrouver dans une situation, par exemple, où tu enregistres et t'apprends, par exemple, après coup ou pendant ce moment-là que la personne, elle a eu des... Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de moment où tu as été un peu torturé dans ce truc-là. bah alors j'ai eu ce cas de figure m'est arrivé, mais encore une fois, je dirais pas que ça a créé un conflit à l'intérieur de moi non plus, dans le sens où à partir du moment où je n'étais pas au courant et que il y avait pas, enfin que j'ai rien à me reprocher entre guillemets dans le sens où j'aurais pas pu faire des démarches pour être au courant à ce moment-là et que juste il s'avère que c'est un timing, pas de Je chance, comprends. c'est comme ça. Je me dis ce qui est fait est fait. Ça reste du travail fourni, etc. Et juste pour moi, ce qui importe, c'est ce que je décide de faire après avoir eu l'information. Est-ce que je continue à bosser avec la personne? Est-ce que je continue à performer le son? Ce qui n'est pas mon cas, en l'occurrence. Par exemple, un son que je ne fais plus pour celui auquel je fais référence. C'est quelque chose qui se règle plutôt facilement. Là où, à la limite, j'ai plus de
de tumulte de réflexion à l'intérieur. Ça va être par rapport à des questions de réseaux sociaux, par rapport aux valeurs de rap que je défends à l'école à laquelle je veux m'affilier, à savoir celle du hip-hop old school plutôt, et de la démarche underground, etc. Et vu que c'est des termes qui déjà sont un peu complexes tant que tels, mais qui ont des complexités différentes suivant les époques dans lesquelles ça s'inscrit, bah, c'est quelque chose qui peut avoir des zones grises en fait dans la mise en pratique. Et même si j'essaye d'avoir une déontologie très stricte en général, il y a des fois où bah, j'ai mis du temps à me dire, OK, je vais poster ce que je fais sur les réseaux, le mettre sur des plateformes de streaming, etc. Parce que il y a typiquement Spotify, mettons. Ne rémunère pas convenable, enfin, à la manière où moi je trouve ça pertinent, les artistes, le crédit, tout ça, collaborent avec de l'IA, etc. C'est des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et pour autant, ma musique est quand même sur Spotify. Et c'est ce genre de zone grise où je me dis, bon, compliqué, il s'avère que maintenant je poste. Et l'état de ma réflexion actuelle, c'est un peu on est forcé malgré nous, et ça ne fait que mettre en exergue le fait que le système est problématique, on est forcé de composer avec le système dans lequel on s'inscrit. À nous, après, de voir dans quelle dynamique on décide de s'y inscrire quand même. La mienne, c'est utiliser un peu le mal pour combattre le mal. C'est-à-dire, je vais, ok, d'accord, je vais jouer avec ces règles-là, mais dans l'espoir d'avoir un jour l'occasion de pouvoir changer ces règles et changer le jeu carrément, en fait. À l'époque, oui, certes, le format physique était beaucoup plus démocratisé, ancré dans la culture populaire, etc. Et là, bon, il y a de la baisse pour plein de raisons, mais même s'il y a ça, il y avait d'autres problèmes. Si c'était pas les plateformes de streaming, c'était les maisons de labels, c'était le réseau de distribution, etc., qui se faisait des marges. Enfin, il y a toujours un truc en fait qui va coincer dans le rouage, et moi qui normalement du coup est sans demi-mesure, là cette réflexion, enfin en tout cas sur ces sujets-là, ça me force à mettre de l'eau dans mon vin et à bien le supporter en me disant que c'est pour le bien du résultat final sur le long terme, Ouais, j'espère. même alors au-delà de ça, je me permets d'intervenir parce que moi je mets pas de son nulle part, mais là vous parlez d'un versant un peu comment dire fonctionnement politico-économique sur l'accès à la musique. Moi je trouve que le côté intéressant aujourd'hui, même si j'entends votre point de vue sur les plateformes de streaming, c'est qu'aujourd'hui on peut tout trouver. C'est ça. Avant, t'avais pas, enfin, t'avais beaucoup moins, toi, artiste qui commence ou qui a envie de faire partager ton truc à ton échelle, t'avais pas de moyen de t'exprimer parce que, justement, si tu sortais pas un EP ou un CD, eh ben, personne t'entendait, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu as cet accès à la musique et aux diversités qui est un peu plus simple, moi, je trouve, et qui, même si on peut se questionner, effectivement, sur, ben, comment c'est géré, quelle place on donne aux artistes, comment on les encourage, comment on les met en lumière. Moi, je sais que personnellement, je peux avoir accès à des gens, à des styles, voilà, à des mondes, des univers de musique qui, 10-15 ans en arrière, j'aurais jamais pu trouver, quoi. Ouais, mais alors Bah, des fois, je me dis, c'est presque trop, tu vois, c'est trop d'accès des fois. Enfin, il y a tellement de choses que c'est noyé. Et en fait, des fois, je me pose la question de est-ce que c'est pas finalement de rendre ça peut-être plus que en version CD. Les gens savent la musique, en tout cas dans mon entourage, ils savent la musique que j'ai fait. Et en fait, de le sortir en version CD, est-ce que c'est pas rendre un peu plus pas rare, mais en tout cas, ouais, rare. Ce qui est rare devient précieux en quelque sorte. Plus C'est de de se dire, valeur, ouais. vas-y, je Notion de réinverse valeur. un peu le truc. Et au-delà de ça, bah, Spotify, ça finance, enfin, tu vois, rien que là, la guerre, enfin, ce qui se passe le le avec génocide? Israël et tout ça. Enfin, tu vois, je me dis, mais attends, c'est des gens qui financent l'armée. Enfin, tu vois, attends, à qui je veux donner mes sous? Et en fait, à la fin, je mets des sons sur une plateforme qui s'enrichit, qui va financer des guerres. Et en fait, à la fin, moi, j'y touche zéro en plus. Et du coup, tu sais, il y a une réflexion comme ça où je me dis, de toute façon, ça va peut-être pas aller plus loin que mes potes, ceux qui écoutent. Donc peut-être autant tant qu'à faire, mais bon, après le seul truc c'est que ça fait payer les gens. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est eux qui payent.
Mais je me dis, waouh, là, c'est. Ouais, moi, c'est des questions éthiques. Franchement, ça vient me chercher sur de l'éthique et Mhm. c'est trop bien que tu amènes ce sujet-là sur le En fait, conflit de ouais, quand valeurs. tu dis valeur, pour moi, je le rattache à mon éthique parce que c'est complètement lié. Et pour le coup, je comprends ton point de vue, Arthur. Le fait est que ce que toi, tu orientes comme une meilleure possibilité d'expression pour les artistes, etc., le streaming et tout ça, moi, je trouve qu'au final, ça c'est un peu retourné contre les artistes parce que on peut bah, de toute façon même c'est relié au fait de ce que tu disais Lodi toute la surinformation qu'il y a là actuellement dans notre société pour nos générations là Mhm. récentes. Euh, on observe que les gens et j'en suis la première victime par exemple euh, ne consomment plus vraiment les albums, enfin la musique par album, par Mhm. EP, ou alors pas dans l'ordre. Enfin, il y a tous ces petits trucs-là, et en fait, ça invisibilise toute une partie du travail que peut fournir un artiste dans, par exemple, bah, un fil rouge narratif dans un Ouais, projet, ouais, carrément. ça. Et je pense aussi que à l'époque, c'était, bon, c'est toujours dur, même maintenant, mais à l'époque, il y avait quand même d'autres moyens de pouvoir se faire entendre, de faire entendre son art, etc. Juste, ça n'a pas la même représentation sociale. Maintenant, il y a un truc au streaming qui est rattaché vachement à, à la popularité, on va dire, au statut social que tu renvoies. Là où je pense qu'il y a des alternatives hors streaming où tu peux faire écouter ta musique, c'est juste que c'est pas relié à cette image de statut social. En fait, chose toute bête, tu vois, là, on a récupéré des affaires de chez ma grand-mère suite à son décès, et du coup, on récupère des cartons de vinyle. Et puis, on a récupéré les cartons de vinyle de la jeunesse de mes parents et tout. Du coup, je me retrouve à écouter des vinyles de ce que écoutaient mes grands-parents. Et en fait, tu sais, ça te transmet une culture familiale de choses qu'ils écoutaient. C'est des artistes qui sont allés acheter le CD, donc quand même, tu vois. Et en fait, je me dis, ben, rien que pour ça, en fait, avoir un format CD pour garder encore, ben, tu vois, les artistes que tu écoutes, ben, j'ai encore mes CD de ceux que j'écoutais quand j'étais petite. Et je me dis, en fait, on est tellement noyé dans de l'info que peut-être d'avoir encore des CD pour des CD qui sont importants, qui ont guidé ma vie. Tu vois, moi, j'achète encore des artistes, notamment des rappeurs que leur musique me touche. J'achète encore les CD, tu vois. Je me dis, ben, en fait, je sais pas, c'est important quand même. En termes de transmission, ça sera peut-être pas noyé, tu vois. Je trouve que ça fait plus sens, comme tu dis, d'avoir quelqu'un, ça représente en fait la valeur à travers l'action d'acheter ce CD, ce vinyle. Et pour moi, ça crée du lien humain et ça donne plus sens à cette interaction, à cet héritage musical-là. Là où, pareil, encore une fois, pour moi, ça se retourne contre les consommateuristes, on va dire. Le streaming, bah, typiquement, moi, personnellement, j'ai un peu cette réaction de panique. Je me force à pas la voir et à diguer quand même, à rester curieuse. Mais quand il y a trop d'informations, au final, ça peut un peu créer l'effet inverse, je pense, et des gens qui s'enferment dans un truc qu'ils ont trouvé et ça leur va. Et au final, ça devient peut-être plus Mm. compliqué de découvrir quand tout est accessible que quand tu cherches et en fait, par erreur, tu as pris le mauvais CD au disquaire. Et je sais pas. Et puis même diguer maintenant sur un format streaming et aller diguer en brocante ou en disquaire, moi, personnellement, j'y trouve pas du tout le même Le plaisir ni plaisir. le même sens. Mm. Bah, puis parce que aussi en streaming, t'es vachement biaisé. Parce que t'as des kilomètres d'algorithmes derrière qui t'emmènent pas forcément là où tu voudrais ou là où toutes tes affinités et ta curiosité t'amèneraient, toi, de manière un peu spontanée, tu vois. Ouais. Bref, Après, ça dépend aussi de ton profil, tu vois. Enfin, exactement. Mais on va peut-être passer si un t'es peu à assez Arthur, hein, exigeant, parce que là, on est en train de faire Oui, c'est une engrainé. conférence sur le streaming dans le rap, quoi. mais c'est des sujets intéressants. Moi, je connais pas trop. Vous avez plus de connaissances que moi, donc j'apprends Mais des trucs, c'est c'est trop cool. cool que tu aies amené ce côté de... Enfin, en fait, c'est des vraies réflexions, mine de rien, qu'il y a derrière, tu vois, de qu'est-ce que je fais, quoi. Où est mon éthique? Où sont mes valeurs? Qu'est-ce que je fais de cette musique? Comment je la distribue et tout Et ça. pour clôturer mon propos, je dirais même que c'est des réflexions pour moi qui sont importantes et voire capitales de cultiver personnellement à chaque instant de sa vie, Mm. dans tous les domaines, Mm. de la remise en question et se demander pourquoi, vraiment le sens des choses qu'on fait, pourquoi on les fait.
et de rester aligné un maximum avec soi-même grâce aux réponses qu'on trouve. Bon, toi, Arthur, raconte-nous ton conflit de valeurs que tu as, ton ou tes, hein, si tu as envie, conflit de valeurs auquel tu penses là, que tu as eu. Ouais, je sais pas, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai quand même des choses à faire cette semaine, mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous parler. En fait, moi déjà, il faut savoir que si je me base juste, enfin voilà, mon côté professionnel, j'ai déjà, en peu de temps que j'ai travaillé dans ma vie, déjà beaucoup changé de lieu où j'ai bossé. Et à chaque fois que je me suis barré, c'est parce que je m'entendais plus avec la personne au-dessus de moi qui me donnait des ordres, entre guillemets. Donc déjà, c'est le fil rouge de ma vie professionnelle, c'est que dès que ça me convient plus, je me barre. Des fois, ça a été plus simple que d'autres. Des fois, je suis parti de la bonne manière au bon moment. Des fois, non. Voilà. Il y a eu des moments où j'ai su me préserver et je savais quand il était temps d'arrêter. Ça ne veut pas dire que c'était plus simple à accepter, hein, mais c'était en tout cas mieux pour moi, on va dire. Et il y a des fois où ouais, c'est vraiment le, la rupture qui m'a fait en fait changer. Et c'est quand ce conflit de valeurs était trop important et que j'arrivais plus à gérer ou qu'en tout cas j'avais plus d'énergie à mettre dans cette gestion que j'ai dû arrêter. Donc voilà, c'est un peu déjà ce qui a rythmé ma vie professionnelle jusqu'ici. Et après, des conflits de valeurs dans le soin, ben moi, c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à accepter. Et pourtant, où il faut que je compose de plus en plus avec, c'est que le monde de la santé, c'est de la thune. Et que maintenant, c'est partout comme ça. Enfin, il n'y a plus de distinction clinique privée à but non lucratif, lucratif, hôpital public ou quoi. C'est que aujourd'hui, le soin, qu'on le veuille ou non, c'est de l'argent. Et alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter, ça, Mm. parce que moi, dans mon idéal, c'est, bah non, on soigne des gens, en fait. On va pas, voilà, c'est mon idéal social et sociétal de la santé avec un grand S, ça se monnaie pas. Donc, j'ai eu une bonne grosse phase de ma jeune vie où j'ai dû accepter ça. Dans mon travail, j'ai dû l'accepter. Et par contre, il y a des fois où c'est trop, quoi. C'est trop, et là, j'accepte plus. Et en principe, c'est le moment où je dis que je suis pas d'accord et qu'on me fait comprendre que si je suis pas d'accord, ben, on trouvera bien à me remplacer et on montre où est la porte. Donc voilà, des fois je l'ai pris, des fois on m'a forcé à la prendre gentiment. C'est un peu voilà, c'est un peu Et le tu, plus gros conflit qui a rythmé un peu mes différents postes quand même. tu peux donner un exemple de, par exemple, de fois où c'était trop, tu vois, que... Après, enfin, c'est difficilement palpable parce que c'est pas de l'équation, c'est pas une addition, quoi, mais c'est tout en fait des fonctionnements institutionnels. En fait, c'est comment une boîte elle tourne, parce qu'aujourd'hui, un établissement de santé, pour moi, c'est une boîte, hein, c'est une entreprise. Donc, c'est tout comment cette entreprise elle tourne entre rentrée d'argent, sortie d'argent et les sorties d'argent, à quoi tu les emploies, les financements que tu peux avoir, à quoi tu les emploies. Et je pense que pour ça, alors je veux pas. En fait, aujourd'hui, dans la plupart des structures de soins, c'est que tu as une enveloppe en fonction de ta nécessité. En gros, les gens, on leur donne des chiffres. On leur donne des chiffres en disant, bah, tu es handicapé ou tu n'as pas d'autonomie. Je vais stigmatiser et je vais être très simple, hein, mais les gens handicapés ou en perte d'autonomie, on leur met un chiffre qui représente leur autonomie et on dit, tel chiffre, ça rapporte tant de thunes à la structure. Ça fait une enveloppe et avec cette enveloppe, on paye des gens. Et en fait, le problème à ça, c'est que ben, du coup, ça amène plein de dérives où voilà, on essaye de faire rentrer dans nos structures des gens de plus en plus dépendants pour augmenter un peu le chiffre, ou alors on demande aux soignants de faire plus d'actions pour avoir plus de lignes, pour rentrer plus d'argent. Enfin, c'est que des choses comme ça où, en fonction de ce qu'on te demande, et pas pour le bien du patient, mais pour que tu puisses continuer à avoir un boulot, qu'on puisse continuer à te payer. Parce que si tu fais pas assez d'actes et si tu fais pas assez de missions qu'on te demande, tu seras pas rentable. Et ça, faut l'entendre. C'est très compliqué à entendre en tant que soignant, mais tu seras pas Mm. rentable. Donc, tu ramèneras pas de thunes à ta structure. Donc, en gros, on ne te le dit pas, mais tu n'es pas sûr de garder ton taf. Ou tu n'es pas sûr que quand tu es dans une structure, eh ben, tes patients, ils aient au moins 3 ou 4 temps d'être soignants pour avoir une toilette qui ne dure pas 7 secondes 30, mais qui puisse durer 10-15 minutes en fonction des besoins de ta personne. Et ça, c'est une réalité. Et voilà, je ne sais pas si ça illustre, si c'est des propos qui
qu'on vienne le dit, mais en tout cas, enfin voilà, ce fait de tout ce qu'on va faire va être chiffré, va être quantifiable, va représenter une somme d'argent que la structure, ton institution va récupérer et qui te permettent de fonctionner et qu'on t'en demande de plus en plus pour avoir un budget de plus en plus. Ça, j'ai un peu du mal. Bah, ouais, pour continuer un peu sur ce truc-là, tu vois, par exemple, on a des temps directs et des temps indirects. Comme par exemple en concert, tu es en temps direct avec ton public et temps indirect, je sais pas, tu es en train d'écrire ton texte. On va même faire l'élaboration d'album, tu écris ton texte temps indirect, temps direct au studio d'enregistrement. Bah, en fait, c'est comme si on te disait non, mais il faut faire que du temps direct. En fait, ton temps indirect, ils vont te le réduire petit à petit. Ils vont dire oui, mais en fait, tu vas au studio, t'enregistres, t'écris avant, on te laisse 5 minutes, c'est bon. Et c'est pas bon. Tu peux pas. Parce que moi, j'ai besoin de ce temps indirect pour écrire ma musique, tout comme j'ai besoin de ce temps indirect pour structurer ma pensée, de comment j'articule mon accompagnement, de faire des comptes rendus et tout ça. Et si tu veux, nous, dans notre système de santé, c'est le temps direct qui va être enfin, qui vont pouvoir facturer. Et donc, du coup, il faut être tout le temps en temps direct. Et donc, moi, j'en suis arrivée, alors ça dépend aussi des directions que tu as, mais du coup, des fois, je suis arrivée dans des dérives où tu dois justifier pourquoi tu as mis 15 minutes de plus à écrire un compte rendu. Et après, il y Voilà. a aussi ce côté où, mais ça, je pense hein, que c'est un peu vrai pour tous les secteurs professionnels, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as des gens qui sont à la tête d'une institution, d'une structure, d'un service, d'une entreprise, je sais pas moi, d'une structure de santé, dans pas mal de cas, c'est des gens qui ont fait des écoles de management ou de commerce, mais pas forcément des écoles de soins. Là où avant, l'encadrement se faisait par tes années d'expérience ou de la promotion ou même du diplôme ajouté, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Des gens qui se forment pour prendre des positions à poste à responsabilité ou plus élevées hiérarchiquement. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans du management ou dans la gestion d'établissements médico-sociaux sans avoir fait une seule action de soins de ta vie. Et c'est même Et ça, privilégié, je dirais. C'est même privilégié maintenant. Donc, franchement, les trois quarts, bref, c'est... ouais, je ne serais pas aussi tranché que toi, mais en tout cas, voilà, c'est une réalité qui est là, qui est assez volumineuse si on devait faire des ratios. Et c'est compliqué parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu dans une de mes structures, et pourtant, le pire, c'est qu'à la base, la nana qui est devenue directrice, elle avait un diplôme de soins. C'était même pas une nana qui sortait du commerce ou de la gestion. C'est une nana qui avait cette notion de soin, mais en fait, à qui, je pense, hein, on avait dû donner des injonctions de, de fonctionnement, de peut-être de rentabilité ou des choses à faire. Voilà. Elle devait avoir, de par les instances au-dessus, des injonctions qui font qu'elle prenait des décisions. Et tu avais beau, toi, en tant que personne qui est tous les jours avec les gens, à les accompagner, lui démontrer par A plus B que ça ne marchait pas et que ce qu'elle te demandait de faire, c'était contre-productif en termes de soins et d'accompagnement, il n'y avait pas moyen de discuter. C'était tu fais et tu te tais. Et en fait, là, c'est un très bel exemple de conflit de valeurs, du coup, que je peux illustrer, c'est que quand ça s'est passé, donc j'étais pas d'accord, forcément. J'ai dit que j'étais pas d'accord, forcément. Et à partir de là, eh ben, je m'en suis pris plein la gueule tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me faisais charger par cette personne. Euh, En fait, tu arrives vite à et du j'ai... harcèlement quand tu commences à, on va dire, lutter pour les valeurs. Je vais pas, je mets un peu des mots, mais bon, on ne dit pas de nom de Ouais, ouais, c'est... structure, ça va, tu vois. Mais on arrive vite à des phénomènes de harcèlement parce qu'en fait, tu deviens un peu un élément dérangeant de... Il y a une injonction, tu dois Clairement. y obéir, t'es dérangeant, donc en Ouais, fait, ça ouais, va c'est te ça. tomber dessus, tu vois. C'est... Et du coup, pendant des mois et des mois, je me suis dit, non, mais allez, il faut que je reste parce que je me bats aussi pour la qualité de vie de mes collègues, je me bats pour mes patients, pour qu'ils aient un accès à un accompagnement le plus qualitatif possible. Et je me suis battu, je me suis battu, je me suis épuisé. Je voyais mes collègues qui arrivaient au taf, qui étaient sur le parking avant de rentrer dans la structure, qui s'y allaient pendant un quart d'heure dans leur bagnole avant d'avoir le courage de venir prendre leur poste. Et je me suis battu pendant longtemps, hein, franchement bien trop longtemps. Et c'est le jour où mon corps il a plus suivi, où je me suis mis à gueuler sur ma femme et ma fille quand je rentrais à la maison parce que j'étais à deux doigts de la rupture, que j'ai commencé à prendre des médocs parce que j'arrivais plus à me lever le matin. Je me suis dit, là, je suis allé trop loin. Là, j'ai pas réussi à concilier. Et là, du coup, j'arrête. C'est
En fait, je pense que, enfin, tu vois, nous, on s'est beaucoup vu. Après, on va repasser sur le rap quand même, mais on s'est beaucoup vu dans nos promos et même Arthur, tout comme moi, tu vois, on s'est beaucoup vu craquer l'un et l'autre, tu vois, enfin, Hmm. craquer. On a vu quand une direction était toxique, tu vois, quand tu vois ton pote qui commence à les boules, à chaque fois, il te parle de son taf, son taf l'épanouissait, et d'un coup, il y a comme, c'est noir, quoi. Tout C'est que s'écroule. de, Ouais. c'est toxique à balle. Et en fait, tu sais, ce qui est beau en ergothérapie, c'est que quand même, il y a du soutien, il y a de l'écoute. Il y a quand même des gens qui vont essayer de te faire prendre conscience que bon, mais bon, tu sais, quand t'es pris dans le truc et que t'es tout seul à le vivre, c'est aussi difficile d'en sortir. Et en tout cas, ouais, on a vu nos potes aussi. Donc, on en a beaucoup qui sont en reconversion pro. Mais on a vu beaucoup de gens, ben, enfin, c'est soit le système te bouffe, soit tu trouves des solutions qu'on en cherche encore, quoi. Ouais, bah puis souvent la solution c'est de changer, hein. Enfin, Mm. c'est de partir. Ouais. Justement, dans ce sens-là, j'avais peut-être une question. J'ai aucune idée de si c'est une réalité qui existe et encore plus de manière viable déjà. Mais est-ce que vous avez pensé à- ou est-ce qu'il existe des manières d'exercer peut-être plus alternatives où vous seriez en accord avec vos valeurs, notamment par rapport à cette question d'argent, de profit, de mettre des nombres sur des humains, ce genre de choses? Je pense que du coup, enfin, en partant de ça, tu as des gens qui font le choix de bosser tout seul, donc tu sais, sur du format libéral, mais ce qui n'est pas forcément mieux parce que du coup, tu arrives à des moments où, en libéral, nous, c'est un peu particulier parce que l'ergo, c'est pas conventionné Sécu, donc il n'y a pas de remboursement, en fait, sécurité sociale. Donc les gens doivent payer leur suivi. Donc déjà, là, tu vois, rien que là, tu as un souci. Tu Alors vois que un si peu on où est je vais dans en les venir. structures, juste si on est dans les structures, on est remboursé Sécu. Pour Ouais, te bah, tu es donner un peu, financé par ta structure, quoi. voilà. Ouais. Ok. C'est Ouais, pas, plus tu sais, à c'est pas, expliquer, ouais. voilà. Si t'es dans la structure, c'est bon. Par contre, en libéral, c'est cuit. Donc déjà, en libéral, ta manière d'exercer va être un peu soumise à ta rentrée d'argent et à ton chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité. Donc oui, tu n'as plus d'injonction et oui, tu peux bosser un peu comme tu veux, mais, et c'est ce que Laure disait tout à l'heure, ce côté direct-indirect, moi j'ai des collègues libéraux, ils peuvent bosser jusqu'à 50, 60 heures par semaine avec des parties qui ne sont pas rémunérées parce que c'est de la rédaction de compte rendu jusqu'à 22 heures tous les soirs, c'est bosser tous les samedis pour finir à peu près, t'en ressors à 2000 euros net par mois, tu vois. Ouais. Donc en gros, quand tu fais le prorata auto-horaire, enfin voilà, si tu veux mettre un peu en avant ta qualité de vie, je suis pas sûr personnellement que ce soit le meilleur choix de vie. Après, tu as aussi des manières d'exercer qui sont peut-être un peu plus ouvertes, basées sur quelque chose de communautaire, quelque chose d'un peu plus social, tu vois. Et là, c'est auprès de petites associations, des petites assos qui ont sur des petites structures médico-sociales ou des petites des expérimentations ou des choses comme ça, où là, tu es encore à échelle humaine et tu n'es plus à l'échelle d'une grosse boîte et où tu as un accès direct à la communication avec ta hiérarchie. Ouais, c'est un peu à ça que je Et pensais dans ça, ma c'est question. incroyable. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a eu un moment dans toi en ergo et toi dans le rap, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti méga aligné ou je sais pas, tu t'es senti genre mon métier c'est le plus beau du monde, je suis trop heureux, je suis trop heureuse de ce que je fais, enfin, voilà quoi, valorisé mais aussi fier quoi de toi, de ton métier et tout ça. Alors moi, perso, juste après je te laisse la parole, Sam, mais mon métier, c'est le plus beau du monde, que je sois aligné ou pas, hein. Voilà. J'adore. Désolée, on est un peu comme ça en ergo. En vrai, je pourrais peut-être dire pareil. Ouais, ouais, non, mais c'est cool. Mais c'est bien, ça témoigne d'à quel point on est passionné et on aime ce qu'on fait, quoi, aussi. En vrai, je pense que j'ai la chance, en vrai, de par mes pratiques et tout, d'avoir plein de ces moments-là où je ressens que je suis alignée énormément. Ça peut être quand... bah, en fait, ça a plein de moments, c'est tout le temps, c'est quasiment constant, en vrai de vrai. Ouais, mais Euh, dis des petits exemples comme Parce ça que qu'on voit un peu les paillettes. c'est aussi parce que je mets de l'attention à voir par ce prisme-là. Mais déjà, le fait qu'il y ait des gens euh, devant moi en concert, c'est pas juste des gens qui sont là, c'est des gens qui sont là, qui décident de rester, qui écoutent.
attentivement ce que je dis dans ma musique, qui ont des réactions émotionnelles à ça, qui prennent le temps pour certaines de venir m'en parler après le concert, d'autres qui en pleurent, d'autres qui me remercient, enfin pour mille et une raisons différentes, mais je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de trouver du sens dans ce qu'on fait que quand quelqu'un nous dit que ça a du sens pour lui, je pense. Et puis ouais, c'est ça, ça m'apporterait pas tout ce que ça m'apporte s'il n'y avait pas cette dimension de ça apporte aussi à quelqu'un en face de Mm, moi. mm, Si ça mm, m'apportait que à moi, ça marcherait pas pareil. mm, mm. Le Ouais, reste je vois ce là-dessus, que on pourrait croire que toi et moi, on fait un peu le même taf, hein, finalement. Bah, c'est parce qu'on a une vision thérapeutique du truc qui, bon, dans ton travail est plus communément, je pense, visible et compréhensible, puisque C'est l'étiquette qu'on y met. ouais, c'est C'est ça. tellement parlant. Ouais. C'est de l'ordre du soin, etc. Mais que moi, j'y apporte, pour moi, dans l'art, autant que ce que ça fait sur moi quand je le consomme, que quand je le crée, que quand je le partage à d'autres personnes. Mm. trop bien. Merci. Un plaisir. Arthur? Ouais, moi, des moments que je kiffe dans mon travail, où je suis vraiment aligné en termes de valeurs et en termes de possibilités, c'est quand on propose quelque chose et que on nous dit OK, tu vois. Juste le fait de laisser une porte ouverte, que ça marche ou que ça marche pas. En fait, pour moi, j'ai cette vision du soin aussi où il y a une partie du soin que j'aime pas aujourd'hui, c'est c'est que le soin est très calculé, mais pas calculé cette fois en termes de financier, mais calculé en termes de bénéfice-risque. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis plutôt du genre à, si les gens sont OK, on prend des risques et on voit ce que ça donne. On reste dans des risques un peu mesurés, tu vois, mais j'ai toujours cette envie ou ce besoin d'être surpris et en tout cas de laisser une porte ouverte, de pouvoir être surpris par les gens que je vais accompagner et de pas rester dans quelque chose de très formalisé ou quoi. Et donc, du coup, quand on me dit que ce soit les patients que j'ai pu accompagner ou que ce soit mes collègues ou mes hiérarchies qui ont pu me dire, bah, vas-y, tente et puis on verra ce que ça donne. Dans 90% des cas, c'était incroyable ce qui s'est passé. Mm, mm. Et pour le coup, quand tu as un peu cette possibilité et quand tu vois que le résultat il est au rendez-vous, c'est trop cool. Incroyable. J'avoue que, tu sais, le jour, je me disais, on a quand même un métier où on a de l'espoir. On a de l'espoir pour la personne parce que quand même, on parle de handicap, tu vois, enfin, de, de handicap, quoi, des fois qui sont très très lourds et Bah t'as quand même ouais, de... Et on amène, en fait, j'ai pris conscience de ça, on amène des fois de l'espoir parce que, en fait, on a un versant rééducation dans notre métier, mais on a aussi un versant compensation. Donc, imaginons, je sais pas, tu peux plus... Enfin, là, je vais pas trouver d'exemple là. Imagine, tu vois, enfin, un AVC. Tu as une personne qui fait un AVC. Tu peux avoir un ergo qui bosse avec lui, genre 3 semaines après qu'il soit réveillé de coma. Et puis là, il va l'accompagner à retrouver ce qu'il a perdu. Mais tu peux avoir aussi un ergo qui va bosser avec cette même personne 20 ou 30 ans après, où là, ben, la récupération, c'est plus possible, hein. Ton AVC, il est fait, tu as des séquelles, mais ça n'empêche pas de faire les choses différemment et de regagner du pouvoir d'agir dans ta vie. Tu vois. Ouais. Voilà, t'en as Du par coup, c'est exemple, vraiment ce côté. ils vont vouloir, je sais pas, par exemple, cuisiner, et du coup, ils vont travailler en ergothérapie, retravailler la cuisine, et puis ils vont récupérer, et ils vont pouvoir cuisiner. Et en fait, parce que toi aussi, tu portes ce regard de on va essayer, et on réessaye de remettre tout ça, la personne, on véhicule un peu ce côté de allez, on y croit avec toi, quoi. Enfin, on y croit vraiment, quoi. Par contre, ben, des fois, il n'y a pas la récupération, et pour autant, la personne, on va pouvoir lui présenter des outils pour compenser. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, elle n'arrive pas, je sais pas, à ouvrir ses boîtes parce qu'il faut demain, et ben elle aura peut-être, on va pouvoir lui présenter un ouvre-boîte que tu peux faire électrique à une main, tu vois. Enfin, en tout cas, il y aura plein de petits outils de compensation qu'on pourra présenter pour essayer quand même de restaurer l'activité malgré le handicap. En On fait, essaye. de mon point de vue, c'est ça, il y a l'aspect action-résultat. Mais je pense que du coup, vous avez aussi, vous exprimez et vous avez la force d'avoir cette ouverture de pensée-là positive euh, quant aux résultats positifs de ce que vous faites, etc. Que potentiellement, je pense, une personne dans certaines situations peut ne pas avoir.
Et ce qui est OK parce que c'est Oui. difficile de composer avec des handicaps, difficile enfin, Sinon, de on ces a cet choses-là. espoir-là parce qu'on le voit aussi. Enfin, on l'a vu dans nos métiers. Oui, Enfin, tu oui, vois qu'il y a des choses qui peuvent être restaurées. Donc, si tu te dis, bah, on essaye. En fait, c'est surtout ça. et Tu te dis, ça, on essaye. et c'est un apport non négligeable, je trouve, dans le processus de soin, en fait, que vous puissiez apporter ça aussi. Et puis je pense qu'on le voit, on l'essaye, mais surtout on le choisit, tu vois. Mm. Enfin, et tu as dit quelque chose tout à l'heure, Son, qui était très juste et que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand tu parles d'expérience de vie, tu choisis de le voir à travers le prisme de l'optimisme, tu vois. Et c'est aussi un choix, c'est aussi un choix personnel, personnel ou professionnel, ou les deux encore mieux, tu vois, de te dire, ben, j'ai envie de voir la chose comme ça. Et moi, j'adorais quand les gens, mes collègues, des patients me disaient, mais non, mais ça, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et que juste tu dis, bah ok, on parie, on va voir ce que ça donne. Mm. Et des fois Ouais, tu te j'adore. plantes, mais des fois tu te plantes pas et ça marche, tu vois. Mm. Parce que tu as choisi de voir ce côté positif, quoi. Mm. Petite prescription thérapeutique, du coup, c'est le petit concept que j'ai lancé. L'idée, c'est de dire quelle musique vous conseilleriez à écouter qui serait plutôt thérapeutique. Le top, ce serait dans une musique de rap, du coup, et Ouais. qui soit vous a aidé, soit et serait thérapeutique, soit parle du handicap et pourrait aider par exemple, dans nos séances avec des jeunes qui écouteraient du rap ou voilà, qui parlent de thématiques intéressantes. Est-ce que vous avez une musique à recommander chacun? Bah, du coup, moi, j'ai pas l'impression d'avoir déjà eu dans ma vie un soin par la musique. Tu vois, j'ai pas une musique qui me dit putain, ça a changé ma vie. Mais par contre, moi, c'est très émotionnel à l'instant T, tu vois. Et après, je décrypte ce qui s'est passé. Et pour moi, une musique que j'adore et qui me fait du bien, c'est Besoin de rien de l'album éphémère qu'ont fait Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade. Et celle-là, je la trouve parfaite, tant en termes de rythmique, d'instrumental que de, d'interaction entre les personnages dans la chanson, de texte qu'il peut y avoir, de paroles et tout. J'ai vraiment, ouais, pour moi, c'est une super musique. Moi, je vais faire Mm. donc comme je disais, une playlist avec tous les morceaux Ouais. C'est dessus. trop bien. Il y en a une, je vais faire la groupie, je suis vraiment la groupie de mes potes, mais il y en a une qui a un projet, un EP qu'un ami a sorti il y a pas longtemps, qui est d'ailleurs mon DJ aussi sur scène. Ok. Et on a fait un son en commun, enfin bref, on a fait plein de trucs, qui s'appelle Ellipse. Le son s'appelle Ellipse, de l'artiste Novave. Voilà. Et celui-là m'a assez touchée pour que j'en oublie presque que c'était lui qui avait Ok. réalisé le morceau. Et sinon, là, en regardant dans mes playlists, euh, c'est avec le visuel, c'est encore mieux, disponible du coup. Alexis slash Téléfoot de Luigi, qui, je me souviens, m'avait pas mal marqué la première fois que j'avais vu. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ce truc-là. Tu parles du clip, ça. Bah, c'est un clip, en fait, c'est un deux sons à la suite, mais le clip fait le pont entre les deux. En fait, il y a un lien Ok. de storytelling entre les deux. Et au-delà d'avoir une superbe patte artistique, que ce soit dans le visuel ou dans la musique, je me souviens avoir pleuré devant le clip. Et alors bon, j'ai une sensibilité qui est assez exacerbée et qui m'est propre, mais ça m'a relativement assez touchée et je trouve que ça faisait appel à beaucoup de choses du vécu où je pouvais m'associer, m'affilier, etc. Identifié, ouais. Ouais, c'est ça, m'identifier, voilà, j'avais pas le mot. Et du coup, bah, ça soigne en fait de savoir qu'on n'est pas seul. Sinon, il y a le petit instant promo. Donc, peut-être si Sen, tu as un petit instant promo, tu as l'occasion. Et Arthur, si tu veux faire la promo de quelque chose, je sais pas, un événement qui peut être cool en ergo ou un truc en santé qui est bien, je sais pas, n'hésite pas, c'est maintenant. Bah alors du coup, bon, pour être au courant de tout en général, c'est bien de me suivre sur mon Instagram, SUN-SUNFLOWEE, Sunflow, oui. Voilà. Et j'apparais sur une mixtape qui s'appelle La Crème de la Crème par Astat, Astate. Voilà, il y a plein de copains, copines de Toulouse aussi, donc ça, petite ouverture sur l'underground toulousain aussi au passage. Trop bien, merci. Trop Arthur, bien. un petit instant promo, toi, ou pas? Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à promouvoir, hein, mais non, non, comme ça, je dirais Ben, non. c'est le mois de novembre. Il faut Mon faire attention anniversaire? pour le concert. Oh putain, c'est quand ton anniversaire?
C'est le 28. Oula, C'est le il 28. faut faire attention à quoi au mois de novembre? C'est C'est le pas mois le sans cancer de tabac? la prostate? Si, du coup, à ceux qui nous regardent, mois de novembre, faites bien checker votre prostate parce que tout peut aller très vite. Il me semble aussi que je suis la moins bien placée pour dire ça et c'est pour ça que je me permets de le dire. Je crois que le mois de novembre, c'est le mois sans tabac aussi. Exactement, Mais ouais. voilà, on a plein de conseils en santé publique en fait. Et j'ai passé tout l'appel à fumer. Donc, Et ben voilà, mais on va dire que tu n'étais je pas au suis le courant. contre-exemple. Tu pourras faire ça au mois de décembre. Et on peut faire nos préventions. Après, on n'est pas obligé de tout appliquer, mais on essaye de faire la prévention à la santé. Donc, le mois d'octobre, c'était Octobre rose. En novembre, Hmm. on pense à sa prostate et on arrête de fumer. Vivement Alors pour décembre qu'on moi, fasse les fêtes de Noël. si je dois donner un conseil en santé comme ça, sur tous ces mois avec des préventions et des trucs comme ça, c'est surtout ne pas culpabiliser. Parce que pour moi, c'est le plus compliqué, c'est qu'on te culpabilise à longueur de temps à dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais si t'écoutes que ça, ben t'arrêtes jamais. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça bien qu'ils fassent des rappels. Tu vois, Octobre rose, ça rappelle aux femmes quand même des choses, même, enfin, là, du coup, que ce soit. C'est comment ils l'appellent ce mois de novembre, là? C'est le mois quoi? Le Movember. November? Movember. Movember, ça, c'est pour Hmm. le cancer de la prostate, c'est ça? Prostate et testicules aussi, je crois. Je sais jamais trop, moi. Ok, on va se renseigner. Bon, bref. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, Oui, ça m'a plu. C'était très, très cool d'avoir cet échange avec vous. Trop contente de te revoir aussi, Sen, parce que du coup, on oui, s'est moi vu aussi. qu'une fois et c'était Génial. grave cool de continuer de faire connaissance comme ça. Toujours contente de C'est voir mon très futur. chouette, c'était une très belle rencontre. Merci. Merci pour l'invitation, le moment, tout ça. Bisous, bisous. Bisous. Ciao, Ciao, ciao. 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 Peace, love, unity, bella ciao, ciao.